Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français, en direct, enfin enregistré en conditions de direct à Las Vegas pendant la conférence AWS re:Invent, tous les jours de la semaine, vous le savez, 15 à 20 minutes pour récapituler les principales annonces, des nouveaux services, des nouvelles fonctionnalités, pour prendre un peu de recul aussi et d'analyser comment tous ces services se mettent ensemble et comment vous pouvez en tirer avantage pour développer vos applications. Nous sommes mercredi aujourd'hui, 29 novembre, troisième jour de la conférence qui va jusqu'à vendredi. Il y aura des quotidiens dans le podcast jusqu'à vendredi. Et aujourd'hui, je n'ai pas un invité, mais deux invités pour le prix d'un. À ma gauche, vous ne la voyez pas parce que c'est un podcast audio. J'ai le plaisir d'accueillir Ella Benfarad, qui est responsable Shared Service Cloud dans une grande institution financière en France. Tu as fait plein de choses avant aussi. Tu as été consultante, tu as été trainer pour AWS. Et à droite, j'ai Grégory Becambois, qui est Cloud Data Architect, qui est un trainer AWS aussi. Donc tous les deux, vous avez donné, et moi aussi d'ailleurs, on est trois traîneurs AWS, on a donné des cours chez des clients en France et ailleurs, chez Decision Network. C'est ton premier re:Invent, et là, t'en penses quoi? C'est quoi l'ambiance ici dans les couloirs? Par qu'on marche beaucoup. Eh bien, tout à fait. C'est mon premier re:Invent, donc très impressionnée, honnêtement. Effectivement, c'est très sportif. J'ai explosé le record en termes de nombre de pas, 33 000 pas hier. Mais donc beaucoup de sessions, beaucoup de workshops, beaucoup de rencontres surtout, très intéressantes. Et du coup, je suis très heureuse d'être ici. Eh bien, j'espère que ça donnera envie à d'autres personnes de rejoindre re:Invent. Tu les comptes, tes re:Invent? T'es à combien, toi, Greg? 2, 3, 4, là, il y a eu la période du Covid. Bonjour Seb, je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Fidèle auditeur du podcast, ça fait bizarre d'être à l'intérieur cette fois-ci, voilà. Donc c'est toujours aussi stimulant en fait. Moi j'essaie de passer une passion auprès des clients et puis des gens que je forme. Et ce re:Invent, c'est un coup de boost chaque année. Là on a repris une claque, lundi, mardi, aujourd'hui, et ça va continuer. Donc je pense qu'on va aborder plein de choses aujourd'hui et c'est pas fini, effectivement. Ouais. Alors aujourd'hui, c'était la keynote de Swami, je l'appelle par son prénom parce que je ne retiens pas son nom de famille, mais il est difficile à prononcer en plus. Excuse-moi Swami, si tu comprends le français et que tu écoutes le podcast en français. Swami est le directeur de tout le groupe, enfin le vice-président de tout le groupe qui s'occupe des data et analytics chez AWS. Donc c'est lui et ses équipes qui créent tous les services data. Ça va de S3 à Redshift, tous les Glue, Athena, etc. Et évidemment toute la partie SageMaker, Bedrock, etc. Donc c'est notre monsieur data, donc c'était évidemment une keynote un peu plus orientée intelligence artificielle générative et data. T'étais dans la salle, toi. Nous on l'a regardé en vidéo d'une autre salle, mais toi t'étais dans la salle et là t'en penses quoi? On vient de sortir de la keynote, là on enregistre une demi-heure après la fin de la keynote. T'en penses quoi? Alors, honnêtement, c'est la première fois que j'accroche autant à une keynote, c'est-à-dire que je trouvais que le fil conducteur était très intéressant. Alors, sans grande surprise, c'était très orienté autour de l'AI générative et la data. Ce qui était intéressant surtout, c'est que on faisait beaucoup le lien entre la data et l'IA générative dans les deux sens. Comment on doit avoir une data pertinente pour l'IA générative et comment aussi on se sert de l'IA générative pour la data. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant avec toutes les annonces croustillantes qu'on a eues en parallèle. On va revenir sur les annonces, mais c'est bien d'avoir cet aspect un peu hélicoptère de structure et je suis content du feedback que tu donnes de la keynote parce que c'est des anciens collègues à moi qui écrivent les keynotes. Je vous dévoile un point du voile, c'est pas le VP qui fait ses slides, évidemment. Il travaille, il collabore, mais il y a toute une équipe derrière qui travaille toute l'année pour préparer les keynotes des summits et de re:Invent. Et je connais spécifiquement les gens qui travaillent sur la keynote de Werner demain et celle de Swami. Donc je leur passerai le message, ça leur fera plaisir. Toi, tu as regardé la keynote en vidéo? Parce que je dois vous dire qu'elle est live streamée dans les hôtels, sur Internet, donc on peut regarder la vidéo, même si on ne rentre pas dans l'énorme salle de keynote. Mais t'en penses quoi? Comme d'habitude, en fait, moi, les keynotes, c'est toujours un sentiment partagé où, en fait, on prend plein de nouveautés et on a le cerveau qui est en train de dire comment on pourrait implémenter ça chez les clients. Et parfois, on loupe la nouveauté d'après parce qu'on est déjà en train d'implémenter ça chez un client. Donc, effectivement, ça, c'était quelque chose de, encore une fois, troublant aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés. Ce qu'on peut retirer, je pense qu'on va revenir dans le détail après,
c'est ce gros trend de 0 ETL, en plus de tout ce qu'on a vu sur la Generative AI. Et puis, moi qui ne suis pas spécialiste de la Generative AI, la grande chose que je retiens aujourd'hui, c'est que AWS réussit à la rendre simple et la mettre à disposition facilement. Alors, il y avait deux grandes catégories d'annonces faites pendant cette keynote. Une qui parlait de Generative AI et de data, et l'autre qui est plutôt et l'autre plutôt justement sur la data et sur le 0 ETL, ce que Grégory expliquait juste avant. On va commencer par la partie Generative AI en parlant des annonces d'aujourd'hui et de revenir sur quelques annonces d'hier aussi dont on n'a pas parlé dans le récap d'hier. Aujourd'hui, on n'a pas parlé d'Amazon Q. Amazon Q, c'était hier. Aujourd'hui, les annonces étaient plutôt côté Bedrock. J'en flaque quelques-unes comme ça rapidement. Si vous voulez commenter quelque chose, vous faites comme à l'école, vous levez le doigt, je vous passe le micro, etc. Donc Amazon Bedrock, vous le savez, c'est ce service managé qui vous permet à vous, développeurs, d'accéder à des large language models de fondation extrêmement facilement. Ça, c'était un peu la base quand on a lancé Bedrock il y a 2 mois. On a regardé avec Grégory, ça fait que 2 mois que Bedrock existe. Il y a déjà 15 000 fonctionnalités, on a l'impression que ça fait 1 an, mais c'est tout nouveau. Et donc il y a des nouveaux langages modèles qui sont disponibles. Il y a Llama 2 qui était déjà là depuis le 13 novembre, mais maintenant il y a la version de 70 milliards de paramètres, donc un modèle beaucoup plus gros. Une petite anecdote sur Llama 2, sur le site de Meta, ils annoncent que le training de Llama 2 a pris 1 720 320 heures de GPU. Alors moi j'avais fait les maths, ça fait l'équivalent quasiment 200 années de 1 GPU. Ça, c'était pour entraîner ce modèle Llama 2. En nouveau modèle également, toute une série de nouveaux modèles d'Amazon sous la marque Titan, Amazon Titan. Un modèle pour générer des images, un modèle pour faire des embeddings, donc des vecteurs, des recherches sémantiques, et un modèle de texte sous la marque, sous le nom Amazon Titan. Et puis, nos amis partenaires d'Anthropic ont sorti la version 2.1 de Claude il y a quelques semaines. Elle est maintenant disponible également sur Bedrock. Quelque chose à ajouter de ce côté-là ? Oui, ce que je remarque, et ce sur quoi on peut faire confiance à AWS, moi c'est des choses que j'ai vécues à travers le temps, c'est que c'est une grande capacité en fait à mettre à disposition rapidement des nouvelles choses. Moi j'ai connu ça à travers la stack EMR par exemple, où des versions de EMR sont mises à jour dans les mois qui suivent les versions open source. C'est vrai aussi pour plein d'autres produits. Et je retrouve ça ici en fait, dans la mise à disposition des modèles. N'étant pas spécialiste de cette partie-là, mais je vois bien en fait que les modèles arrivent rapidement en fait à dispo, plus cette couche de sécurité et puis de simplification qu'on abordera peut-être après. Ouais. Après Bedrock, enfin toujours sur Bedrock, mais en dehors des modèles, il y a 3 fonctionnalités de Bedrock qui ont été annoncées hier en fait, mais dont on n'a pas parlé dans le récap et dont j'aimerais bien toucher un mot maintenant. Je ne sais pas dans quel ordre les prendre et comment les expliquer très très rapidement et très facilement. On va peut-être commencer par les knowledge base. Vous savez que les large language models, ils ont été entraînés sur un jeu de données qui est fixe à un moment donné avec une cut-off date, et donc ils n'ont pas la connaissance d'un contexte d'entreprise spécifique par exemple. Et donc pour lui donner à un large language model une connaissance spécifique, soit on fait du fine-tuning, et d'ailleurs c'est une annonce d'aujourd'hui, maintenant on peut fine-tuner, donc on rajoute des données annotées au modèle de base, on réentraîne un modèle, et dans votre compte AWS, vous aurez le point d'inférence de ce modèle tuné avec vos données. C'est un processus qui peut coûter cher en temps, parce qu'il faut réentraîner un large modèle. Souvenez-vous du nombre d'heures que je vous ai cité pour le modèle Llama 2, alors pour vous, ce sera moins. Évidemment, ça dépend du volume de données que vous voulez entraîner. Mais un autre moyen de donner du contexte à un modèle, c'est de mettre dans le prompt, donc dans la question, les documents ou des extraits de documents, des textes qui sont pertinents par rapport à la question que vous posez. Donc le tout, c'est de retrouver le bon document pour mettre dans le prompt. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça avec des large language models également. On met les documents dans une base de données et on les vectorise. Donc pour chaque document ou pour chaque morceau de document, chaque chunk, on crée un vecteur. Et les vecteurs sont faits de telle façon que 2 vecteurs qui sont proches dans l'espace vectoriel ont une signification proche. Par exemple, si je parle de Far West, un document qui parlera de cowboy sera proche en termes de sémantique, alors qu'il n'y a pas le mot cow ni boy dans le mot Far et West, là où une recherche par keyword échouerait, une recherche vectorielle va réussir. Et donc l'idée du
d'aller rechercher ces documents, c'est dire on transforme mon prompt en un vecteur, on va chercher dans une base de données de vecteurs tous les documents qui sémantiquement sont proches, on les extrait de la base de données vectorielle, on va les mettre dans le prompt et on donne la question et le contexte à la fois au Large Language Model. Ça va? Vous me souvenez toujours? Ça s'appelle du Retrieved Augmented Generation, RAG. C'est assez fastidieux à coder si on veut le faire soi-même, je l'ai déjà fait. C'est beaucoup de code, il faut une base de données vectorielle. Ben maintenant, tout ça, c'est inclus dans Bedrock. Très simplement, on lui pointe un bucket S3 avec nos documents, on lui dit tu gères la base de données ou alors on vient avec la sienne si on a un besoin spécifique. Et il y a une nouvelle API dans Bedrock, on lui pose le prompt et il s'occupe de tout le reste derrière. Donc il va faire la vectorisation du prompt, aller chercher les documents, remettre les documents dans le prompt et amener une réponse. Donc super simple d'un point de vue développeur. Alors, je ne l'expliquerai pas mieux que toi, Seb. Ce que j'ai noté, moi, par contre, c'est la convergence qu'il y a technologiquement derrière sur les bases de données en fait, qui vont stocker ces vecteurs. En fait, ça permet aux clients de capitaliser sur des bases de données AWS qui l'utilisaient déjà. Et donc, ça ne crée pas en fait, une nouvelle stack technologique à absorber pour le client. Et cette convergence-là, elle est intéressante parce qu'il y a eu plein de nouveautés aussi sur le type de base. Je les ai plus toutes en tête. Il y a OpenSearch, il y a DocumentDB et Dynamo, Aura, voilà. Donc, et ça, c'est ce qu'on connaît. Et donc, pour les clients aussi, ça peut être rassurant, cette partie-là, je pense, de ne pas avoir à réinvestir à nouveau, ça se dit bien, sur une autre stack, parce que c'est vrai que c'est une complexité aujourd'hui. AWS a quand même réinventé toute l'informatique et parfois, c'est beaucoup de technologies. Et c'est normal à appréhender. Ben là, il n'y a pas une nouvelle stack à mettre en œuvre, c'est la même. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui. Alors tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que ça décharge beaucoup les développeurs et les builders sur le déploiement des solutions avec la générative AI. Et comme le disait Greg, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que en fait, AWS s'est adapté et les services se sont adaptés en ayant du coup cette possibilité de search vector qui est intégrée directement aux différents types de bases de données. Toujours dans Bedrock et toujours sur les modèles, mais avec des fonctions plus évoluées autour des modèles. La possibilité, je l'ai mentionné, de faire du fine-tuning. De nouveau, extrêmement simplement, on pointe un bucket S3 avec ces données. On dit, je choisis ce modèle de base-là. On fait run, on attend quelques heures, quelques jours en fonction du volume de données. Ça génère un nouveau modèle qui est, comme Greg l'a dit, sécurisé, déployé dans votre compte et que vous pouvez utiliser pour faire de l'inférence. Oui, effectivement, mis à part le côté coût qui peut être engendré ici quand on doit réentraîner le modèle, ce qui est troublant là aussi, c'est la facilité de le faire parce que moi, c'est pas mon job, Seb, c'est pas le tien, et c'est facile, et on arrive à le faire, donc c'est dire que c'est adressable, effectivement, pour les gens dont c'est vraiment le very best job, on va dire. Avant ça, il fallait télécharger des frameworks Python. Vous avez peut-être déjà entendu parler de TensorFlow, de PyTorch, télécharger les modèles, installer les drivers des GPU, démarrer des virtual machines, etc. Un truc de fou. Dernier dans la série Bedrock, les agents. Et là, je dois vous avouer, c'est magique. Donc, les agents, ce sont des agents, c'est quelque chose qui est capable d'aller chercher un complément d'information qui n'est pas dans le Large Language Model. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une cut-off date, il a été entraîné avec des documents jusqu'à telle date. Si vous voulez demander à un Large Language Model de réserver une chambre d'hôtel, de demander s'il y a des tables libres à un restaurant, le cours de la bourse ou la météo, ils sont pas capables de le faire, et c'est ce que les agents permettent de faire. Donc imaginez que vous ayez une API quelque part qui retourne un cours de la bourse pour un ticket, AMZN par exemple, pour prendre un exemple que je connais bien. Vous déclarez un agent dans Bedrock, vous dites en langage naturel ce que l'agent est capable de faire, c'est ça qui est magique, vous lui donnez un Swagger file, donc une définition de l'API, et le endpoint évidemment qu'il doit appeler. Et tout seul, il va déterminer, en fonction des questions que les utilisateurs lui posent, si cet agent-là est capable d'apporter la réponse. Si oui, il va faire l'invocation puisqu'il connaît le Swagger file et inclure la réponse de l'agent dans la réponse. C'est un peu magique. C'est un changement de concept en programmation parce qu'on définit une API finalement en langage naturel, on la débug en langage naturel, mais ça permet de faire des choses un peu pour le moment, le mot que j'ai à la bouche, je suis désolé, c'est magique. On va devoir creuser ça au niveau technique, mais ça donne un sens de waouh.
Effectivement, ça change la façon de développer, mais ça change surtout l'expérience client pour un utilisateur. Là, on va au-delà d'un simple chatbot question-réponse, c'est-à-dire que j'ai eu des sessions où, avec les agents de Bedrock, on pouvait aller au-delà des réponses et déclencher en fait des actions concrètes, typiquement la réservation d'une chambre d'hôtel, sans qu'on ait à faire appel à un assistant humain en fait. Et ça, c'est très, ça apporte beaucoup de valeur ajoutée pour le business. Il y a un communiqué de presse, d'ailleurs, je vous mettrai les liens dans les notes du podcast, du groupe Accor, du groupe d'hôtel Accor, qui annonce aujourd'hui la disponibilité d'un travel agent, un chatbot intelligent pour la réservation de chambres et de services additionnels dans un hôtel. C'est basé sur Bedrock, c'est pour ça que j'en parle. Je ne sais pas si j'utilise des agents ou pas, c'est pas le point ici, mais ça montre directement des cas d'application tout à fait concrets. Voilà pour les annonces que nous avons retenues côté Generative AI. On en reparlera un tout petit peu pour une chose. Mais dans la keynote, il y avait un deuxième volet, il y avait le volet data avec un gros axe cette année, c'est ce fameux 0 ETL. Alors pourquoi le 0 ETL et est-ce que c'est juste AWS ou est-ce que c'est une tendance de l'industrie? Alors ouais, pour moi c'est une vague, ce 0 ETL qui avait déjà débuté l'an dernier, tout doucement. Et donc il y a un peu de bruit autour de nous. Pour moi, il y a eu plusieurs vagues dans les stacks analytiques. Il y a eu les vagues du serverless, où moi j'ai connu tous les services analytics devenir un par un serverless. Bon, ça c'était très technique, on va dire, c'est la couche basse. Et maintenant on est remonté d'un niveau clairement sur ce 0 ETL. L'an dernier, ça faisait bizarre cette annonce. On s'est dit tiens, parce que c'est une grosse partie de notre boulot à nous, qui on crée des pipelines, on déploie, on aide des clients à opérer leur plateforme analytics ou data. Et une énorme partie de notre travail, c'est justement de transférer des données d'un composant, on va simplifier, d'un composant à un autre. Et là maintenant, c'est troublant, parce que même s'il y a eu des annonces, on va peut-être revenir spécifiquement sur certaines annonces, mais on peut déjà aujourd'hui avec Redshift, en 0 ETL, interroger des bases Aurora, taper en même temps dans S3, des données dans Redshift. Donc ça met Redshift au centre ça remet Redshift au centre des plateformes data. Il y a deux choses, je t'interromps. Il y a une partie fédération aussi. Dire j'utilise Redshift comme point d'entrée, mais après il va chercher les données ailleurs. 0 ETL, c'est vraiment la copie et la transformation des données au fil de l'eau quand elles arrivent. Oui, alors c'est plus que de la copie, c'est qu'il va les chercher à la volée et ça évite justement ce qu'on chasse depuis des décennies, c'est le mouvement de données et associé à ce mouvement de données, les jobs d'ETL et tout le dev qu'on fait, sans compter les erreurs que ce dev, puisque dev il y a, peuvent engendrer. Et tout ça aujourd'hui, c'est gommé et c'est une tendance qui est très très lourde, qui va être probablement pour certains difficile à appréhender en un coup, puisque c'est clairement le rôle de beaucoup de gens, mais ils pourront se concentrer sur des choses à plus forte valeur, plus que de passer avec un ETL lambda, sans jeu de mots, des données d'un bucket S3, Redshift ou autre. Parce que finalement, on en revient à la fameuse expression de Werner, c'est de la tuyauterie, ça, finalement, passer d'un système à un autre. La plus-value, il n'y en a pas. Et donc, ça, c'est une grosse tendance qui, avec toutes les annonces qu'on a eues, va se poursuivre, puisque on a gagné quoi? On a gagné Redshift vers OpenSearch, il me semble. OpenSearch vers S3 aussi. On a gagné aussi, me semble, RDS MySQL, qu'on n'avait pas avant. On avait Aurora, Postgre. Et je pense que d'autres viendront, mais c'est déjà pas mal, là, clairement. Oui, mais on a maintenant Redshift qui peut recevoir les données de la plupart des RDS, enfin RDS, MySQL, Aurora. Redshift qui peut recevoir des données de DynamoDB directement. Redshift qui peut écrire avec Spectrum vers S3, vous fédérez vers S3. DynamoDB vers OpenSearch, enfin c'est vraiment dans tous les sens. Il y avait un schéma super intéressant, un cercle, avec le lien entre les différents services qui a été partagé lors de la keynote. Je vais essayer de le retrouver, mais ça résume à peu près ça, en fait. Et ça montre à quel point, en fait, c'est très bien connecté, les différents services. Et on parle de Redshift, en fait, on parle de Redshift serverless, les amis. Donc, c'est en plus, on ne bouge pas les données, on n'écrit pas les codes pour bouger les données, et c'est sur une base de données comme Redshift, serverless. Donc, le monde évolue.
Et alors, tant qu'on est à Redshift et on va se recaler sur le GenAI, il y avait une annonce sympa aussi de génération de code SQL. Je connais absolument rien à mon schéma, je me connecte sur une base de données, je tape en langage naturel ma requête, et le truc va aller chercher, avec le contexte de mon schéma, donc le nom des tables, des colonnes et tout, générer du SQL pour moi. Alors j'ai vu la démo pendant la keynote, et effectivement je me suis dit, c'est marrant, ça c'est un service qui est fait pour moi. Parce que je suis pas du tout experte base de données. Et en fait, c'était assez impressionnant, c'est-à-dire on écrit une phrase, un langage humain commun, et ça génère directement les bonnes requêtes, un délai assez impressionnant. Donc voilà, c'était très intéressant, c'est parmi les points clés que j'ai retenus aussi de la keynote. Alors il y a parfois ce sentiment, ouais, mais le GenAI va me remplacer mon job, etc. Tu as un point de vue assez tranché là-dessus, Greg. Oui, je pense qu'il y a ceux qui monteront dans le train et ceux qui regarderont le train passer. Clairement, le Generative AI avec... on a vu, il y a aussi une nouveauté avec Glue, hein, ce que tu évoquais par rapport à SQL, on peut le faire aussi avec Glue. Donc on imagine Python et Spark. Ça va augmenter en fait ce qu'on fait. Et là, tu disais, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ça peut aussi aider les spécialistes pour qu'ils se concentrent sur autre chose. Toute la science de ça sera d'avoir des métadonnées et un modèle qui est parlant pour que justement l'IA puisse nous aider. Donc on en revient en fait à la base, c'est que la donnée doit être propre, garbage in, garbage out. Donc ça peut être intéressant, mais la donnée devrait être encore plus propre qu'avant, quoi, si on veut profiter de tout ça. Et alors on commence à mettre, on parle de job, etc. Donc on commence à mettre l'humain au milieu de tout ça, ce qui est un point super important aussi. Oui, en fait, c'est un fil conducteur de la keynote, c'est le lien de la data, on en a parlé beaucoup. À la fin, alors j'aurais aimé qu'on rentre un peu plus dans le détail lors de la keynote sur la partie humaine, mais tout comme la data, en fait, la GenAI va s'appuyer sur l'humain, parce que ça reste quand même, pour faire du fine-tuning, etc., on a quand même besoin de l'humain. Ça va aussi l'impacter. Je pense que les entreprises vont devoir faire face à un challenge sur le modèle opérationnel, pour reconvertir certains métiers, pour qu'elles apportent plus de valeur ajoutée, tout en exploitant la partie GenAI. Ce que tu retiens finalement du méta-message de la donnée, c'est remettre l'humain au milieu de tout ça, jusqu'à présent. Une conclusion côté Greg aussi ? Oui, sur l'humain, je vois beaucoup d'utilisateurs, les gens pour qui on travaille, ceux pour qui on met la donnée à disposition, passer un temps énorme sur la restitution de tout ça. Et on voit que ici la GenAI va permettre d'accélérer la création des dashboards, par exemple, et donc finalement leur permettre de se concentrer sur leur métier et non pas sur l'outil SQL, parce que parfois il y en a qui codent en SQL péniblement pour faire ça, ou alors pour faire du dashboard, il y a QuickSight-Q qui aide pas mal à faire ça. Et c'est pas une plus-value de pouvoir faire, de savoir-faire, je dirais, un histogramme. Par contre, c'est la plus-value, c'est qu'est-ce que j'en retire, quelle information je propage, voilà. Donc, voilà, c'est ce côté augmentation et qui permettra aux gens de se concentrer sur leur métier. Finalement, c'est un nouvel outil, un nouveau groupe d'outils qu'on met dans notre sac à dos de consultants, de développeurs, pour nous aider à être plus productifs que ce qu'on était avant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de comment on doit organiser la data comme étant un prérequis pour faire de la GenAI. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que la GenAI va servir pour avoir une meilleure gouvernance de la donnée. On a vu la démo avec l'annonce de Amazon Q pour QuickSight. Comment à partir de, un langage humain, on va très très vite faire des dashboards. Aujourd'hui, moi dans mon travail, j'ai déjà eu l'occasion de faire des dashboards QuickSight. Et effectivement, ça va aider à gagner beaucoup de temps et c'est un très beau use case pour améliorer, en l'occurrence la partie BI et aller plus vite là-dessus dans la stratégie data de l'entreprise. Comme d'habitude, tous les liens vers les services, les nouveautés, les blog posts dont on parle dans l'épisode sont dans les notes du podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, vous scrollez un peu et vous trouverez tout ça pour aller plus loin. Et là, merci d'être venu juste après la keynote débriefer comme ça à chaud. Greg, même chose. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile d'immédiatement prendre du recul, d'arriver à résumer 2h30 de keynote comme ça. J'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant. On se retrouve demain jeudi pour le récap numéro 4. Cette fois-ci, ça sera après la keynote de Werner Vogels qui traditionnellement est plus orienté développeur. Une keynote un peu plus
technique, un peu plus geeky. On verra les annonces qu'il nous réserve pour demain. Et puis il y aura un 5e épisode et dernier épisode où on reparlera de différentes annonces un peu plic-ploc de la semaine. Ça sera vendredi. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous demain pour le prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.